que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui au programme, je vous propose de commencer par la correction de la séance 5 et des questions que je vous posais à la fin de la vidéo précédente. Puis on enchaînera sur la séance 6, et qui est un prolongement du travail d'argumentation initié en séance 5. Séance lors de laquelle je vous demanderai de réaliser un travail d'écriture suivi d'une mise en voix de ce travail d'écriture. Mais avant toute chose, et afin de m'assurer que tout le monde a bien compris le début du livre, j'ai décidé de réaliser un montage vidéo, montage qui résume l'ensemble de l'histoire que vous devez connaître avant d'aborder la séance 6. Ce montage est réalisé à partir de 2 adaptations du roman de Victor Hugo, à savoir une première adaptation de 2012 du réalisateur américain Tom Hooper sous forme de comédie musicale, et le deuxième film, dont sont extraites les images que vous allez voir, date de 1982, d'un réalisateur français, Robert Hossein, et voit dans le rôle principal de Jean Valjean, Lino Ventura. Je vous retrouve juste après. Don't look him in the eye. Look down, you're here until you die. No good above, that hell alone below. Look down, there's 20 years to go. I've done no wrong. Sweet Jesus, hear my prayer. Look down, sweet Jesus doesn't care. I know she'll wait. I know that she'll be true. Look down, they've all forgotten you. When I get free, you won't see me here for dust. Look down, you'll always be a slave. Look down, you're standing in your grave. Retrieve the flag. Prisoner 24601, your time is up and your parole's begun. You know what that means. Yes, he's free. No. Follow to the letter your itinerary. This badge of shame you'll show it till you die. It warns you're a dangerous man. I stole a loaf of bread. My sister's child was close to death.
We were starving. You'll starve again unless you learn the meaning of the law. Know the meaning of those 19 years. A slave of the law. 5 years for what you did. The rest because you tried to run. Yes, 24601. My name is Jean Valjean. And I'm Javert. Do not forget my name. Do not forget me. 24601. Look down, you'll always be a slave. Look down, you're standing in your grave. Freedom at last. How strange it is. Never forget the years, the waste. Nor forgive them for what they've done. They are the guilty, everyone. The day begins, and now let's see what this new world will do for me. Can I help? Day's work. Papers. No work here. Valjean, as a dangerous man, you will be on parole forever. Failure to report means immediate arrest. Be in Pontarlier in 30 days. Follow him. Hey! Yeah! Yeah! Let me see your papers. Monsieur, papers. I'll sleep in the stable, please. I'm hungry. Get out. Hey! Entrez, entrez, mon ami. Je voudrais une soupe et un lit. Je peux payer, j'ai de l'argent. Je m'appelle Valjean. J'ai le passeport jaune. Je sors du bagne. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Venez vous asseoir, mon ami. Attendez. Cet homme est très dangereux. C'est marqué, là. Je sais lire, j'ai appris au bagne. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit dans l'escalier. Mettez-vous à l'aise, mon ami. Asseyez-vous. Oui, oui, là, là. Débarrassez-vous. Voilà.
peux payer. Vous nous l'avez déjà proposé. Ah, c'est couvert en argent. Et ces chandeliers, je les ai conservés en souvenir de ma mère. Nous ne possédons rien. Mon frère a vendu tout ce que nous avions. Avec tous ces pauvres, aujourd'hui... Ce qu'il n'a pas vendu, on le lui a pris. Et si ça continue comme ça, il y aura bientôt plus rien dans cette maison. Heureusement que je suis là. Allons, voyons, Madame Magloire, allons. Notre hôte est fatigué. Donnez-nous une chandelle. Venez, mon ami. Je vais vous conduire. Voilà votre lit. Le matelas est bon. Je vous souhaite la bonne nuit. Voilà, j'espère que ce montage vidéo aura permis à tout le monde d'être au clair avec le début des Misérables. Je vous propose à présent de passer à la correction de la séance numéro 5. Je vous invite donc à reprendre votre livre page 20 et à reprendre le travail que vous avez fait à partir des questions que je posais à la fin de la dernière vidéo. Et je vous retrouve après ce montage. Voici le texte que vous aviez à étudier. Vu que je suis quelqu'un d'admirable, je vais le relire pour ceux qui ne l'ont plus en tête. Oui, ma modestie me perdra un jour, sûrement. Je vous invite à suivre en même temps que moi. Allons-y. Il se constitua tribunal. Il commença par se juger lui-même. Il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni. Il s'avoua qu'il avait commis une action extrême et blâmable, qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé, que dans tous les cas, il eût mieux valu l'attendre soit de la pitié, soit du travail, que ce n'est pas tout à fait une raison sans réplique de dire « Peut-on attendre quand on a faim ?» Puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire, si d'abord ce n'était pas une chose grave qu'il eût, lui travailleur manqué de travail, lui laborieux manqué de pain, si ensuite, la faute commise et avouée, le châtiment n'avait pas été féroce et outré, si cette peine, compliquée des aggravations successives pour les tentatives d'évasion, ne finissait pas par être une sorte d'attentat du plus fort sur le plus faible, un crime de la société sur l'individu, un crime qui recommençait tous les jours, un crime qui durait 19 ans. Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna. Il la condamna à sa haine. Alors, quel est l'enjeu de ce texte ? La première chose que je vous avais fait constater la dernière fois, c'était que le champ lexical de la justice était très présent. En effet, vous voyez apparaître en rouge sur le texte les mots tribunal, jugé, innocent, mais on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, comme par exemple avoua, faute, châtiment, peine, crime qui est répété 3 fois, jugea qui est repris à la fin du texte et condamna qui est utilisé 2 fois. Je vous invite à surligner sur votre texte tous les mots que je viens d'énoncer pour que vous puissiez bien comprendre qu'un champ lexical est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème, et en l'occurrence ici ce thème est la justice. Parlons à présent du narrateur. Que dire de son statut? Si l'on prend par exemple la deuxième phrase du texte, il commença par se juger lui-même. L'utilisation du pronom personnel sujet « il » nous indique qu'il s'agit d'un narrateur extérieur à l'histoire. Et quel est le point de vue utilisé?
Si l'on réfléchit un peu, le fait que Jean Valjean se juge lui-même nous indique très bien que le narrateur a accès aux pensées du personnage. Il s'agit donc ainsi d'un point de vue interne. Nous allons donc être directement plongés dans la pensée de Jean Valjean, dans la tête de Jean Valjean. Et quel va être le contenu de ces pensées? Eh bien, comme nous l'indique le relevé du champ lexical ainsi que cette phrase qui nous informe qu'il va se juger lui-même, l'on peut comprendre que Jean Valjean va se faire lui-même son propre procès suite à sa condamnation. À présent, demandons-nous comment s'organise, comment s'articule cet extrait. Nous observons d'abord des marqueurs temporels qui apparaissent en gras et soulignés sur votre texte. D'abord le verbe commencer qui indique une première étape, et l'on trouve plus bas l'adverbe de temps puis qui montre le début d'une nouvelle étape. Il y a donc deux étapes dans ce texte, mais quel est le contenu de chacune d'entre elles? La première étape débute par la phrase « Il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni ». Jean Valjean reconnaît ici qu'il n'est pas innocent, et l'on peut en déduire ainsi qu'il va faire le tour des arguments et des raisons qui valident ou justifient sa condamnation. Si l'on prend à présent le début de la deuxième étape que je vous ai indiquée, à savoir « Puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire », on peut en conclure ici que Jean Valjean va au contraire faire le tour des arguments et des raisons qui seraient pour sa défense, contre son accusation. Et l'on va même comprendre qu'il ne va pas se considérer comme le seul coupable de sa condamnation. Est-il vraiment responsable de ce qui lui était arrivé? Est-il vraiment responsable du vol du pain? C'est ce qu'on doit voir maintenant. C'est pourquoi je vais vous demander d'abord de relever et de classer les différents arguments que Jean Valjean évoquait dans le texte, et je vous propose de corriger ça sous forme de tableau. Voyons d'abord les arguments en faveur de son accusation. Il commence à évoquer une action extrême et blâmable, ce que j'ai résumé en notant dans votre tableau que c'est un délit et donc que ça doit être puni. Il poursuit en disant qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé. C'est pourquoi je note dans votre tableau le second argument, il aurait pu le demander. Ensuite, que dans tous les cas, il eût mieux valu l'attendre soit de la pitié, soit du travail. Troisième argument ici, il aurait pu attendre. Et enfin, que ce n'est pas tout à fait une raison sans réplique de dire « Peut-on attendre quand on a faim ?» Dernier argument que je résume ainsi dans votre tableau, s'apitoyer sur son sort n'est pas un argument valable. Voilà, on peut donc passer à l'étude de la deuxième partie du texte et à présent relever les arguments en faveur de sa défense. Il se demande d'abord si ce n'est pas une chose grave qu'il eût, lui, travailleur, manqué de travail, c'est-à-dire il a la volonté de travailler mais il n'y a pas de travail, et lui, laborieux, manqué de pain. Ça veut dire donc lui misérable, lui pauvre, lui indigent, mais il n'a pas de pain. Est-il vraiment responsable de cela? Il se demande ensuite si le châtiment n'a pas été féroce et outré. Donc si la peine administrée n'a pas été trop lourde par rapport à l'acte commis. Il se demande enfin si cette première peine de 5 ans, ajoutée aux autres pour cause de tentative d'évasion, ne sont pas comme un crime de la société sur l'individu, un crime qui recommençait tous les jours, un crime qui durait 19 ans. C'est le dernier argument de Jean Valjean, et selon lui, il n'est donc pas responsable de tout ce qui lui arrivait, à savoir du vol du pain et des différentes condamnations qui ont suivi. L'État, la société, la façon de vivre des gens, l'organisation du monde depuis un certain temps sont les réels responsables de l'état de Jean Valjean. Alors que quand il évoque son vol, il parle d'action extrême et blâmable ou de faute, quand il évoque ce que la société fait sur lui, il ira jusqu'à parler d'attentat et de crime, et ce mot est répété même 3 fois. Un crime de la société sur l'individu, un crime qui recommençait tous les jours, un crime qui durait 19 ans. Vous remarquez que le groupe nominal « un crime » est répété à chaque fois en début de proposition. Il s'agit donc d'une anaphore. L'utilisation de termes très forts comme attentat et crime, ainsi que l'utilisation de l'anaphore, apporte énormément de force à l'argument de Jean Valjean. Et c'est à ce dernier argument qu'il arrive à la fin de sa réflexion. Question 2, à laquelle je vous propose de répondre sous forme de tableau également. Je vous demandais de réfléchir à des arguments supplémentaires en faveur de la condamnation ou en faveur de la défense de Jean Valjean. Vous allez peut-être trouver d'autres arguments que ceux que je vais proposer. Ne pensez pas pour autant que vos réponses sont mauvaises, bien au contraire, cela va vous servir dans la séance 6 qui fera l'objet de la seconde partie de la vidéo. Le premier argument auquel j'ai pensé qui pourrait appuyer la condamnation de Jean Valjean est le traumatisme potentiel vécu par la famille du boulanger Maubert-Isabeau. Jean Valjean a peut-être commis ce vol une nuit alors que les enfants dormaient, il est probable qu'ils étaient traumatisés ou tout du moins qu'ils aient eu peur et que cela ait pu durer.
Ensuite, je me base sur ce que Victor Hugo a pu dire dans Les Misérables, mais qui n'est pas disponible dans la version que vous avez, à savoir qu'il faut un long moment et qu'il est très difficile d'objectivement mourir de faim. Et enfin, toujours en me basant sur Victor Hugo, qu'on ne sort pas de la misère par le vol, qu'on ne sort pas de la misère par l'infamie, par un acte délictueux. Réfléchissons à présent à des arguments qui appuieraient la défense de Jean Valjean. Le premier argument serait en rapport à l'héritage. En quoi Jean Valjean est-il responsable d'être né dans une famille de paysans? En quoi est-il responsable de n'avoir pas hérité d'une fortune? Ici, je rejoins en grande partie l'argument que Jean Valjean a utilisé à la fin de sa réflexion, à savoir que c'est les autres, quelque chose qui est en dehors de lui qui est responsable de cette situation. Mais je mets l'accent ici sur l'héritage en particulier. L'héritage est bien un fait de société, un fait social. C'est la société qui a créé en elle-même l'héritage, mais jamais personne n'est responsable lui-même de son héritage. Et ses parents eux-mêmes ne sont pas responsables de leur propre héritage, et ainsi de suite selon les générations. C'est comme une fatalité de la vie, mais une fatalité décidée par la société. Enfin, aurait-il tout simplement commis ce vol s'il n'était pas né dans une famille de paysans, et qu'il avait eu les moyens de se nourrir correctement? Dernière question, que pense-t-il de sa peine? Enfin, une fois que Jean Valjean a fait peser dans les balances de sa propre justice les arguments en faveur de sa défense et ceux en faveur de sa condamnation, il en arrive à une conclusion qui apparaît dans les dernières phrases de l'extrait. Je cite : « Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna. Il la condamna à sa haine. » Ainsi, après être revenu sur son procès et sa condamnation, et après avoir pesé les arguments en faveur de son accusation et ceux en faveur de sa défense, Jean Valjean en arrive à la fin de l'extrait à une conclusion car les questions sont résolues et faites. Il va alors prononcer une sentence comme l'indique la reprise du mot « jugea ». Alors que la société l'a condamné pour ce vol peu signifiant, les lourdes peines s'enchaînent. Et c'est ainsi qu'il condamne et hait cette société en retour. C'est la société qui le condamne alors que c'est elle qui est en grande partie responsable de sa vie de misère. C'est suite à cette réflexion que l'âme de Jean Valjean s'est assombrie. Nous avons ici en réalité l'explication de la condition mentale de Jean Valjean quand il arrive à Digne en 1815. En bilan de cette séance, que faut-il retenir de cet extrait? On retiendra ici que Jean Valjean se fait lui-même son propre procès. Il s'agit d'une argumentation qui a lieu à l'intérieur de la pensée de Jean Valjean. On comprend qu'il n'est pas qu'un simple paysan, mais qu'il est doté d'une pensée raisonnée. Après un acte de justice, il trouve sa condamnation injuste et condamne en retour la société qui crée cette misère. Voilà, j'espère que ces réponses sont claires pour tout le monde. N'hésitez pas en tout cas à revenir en arrière si vous avez besoin de réutiliser cette vidéo-là. De toute façon, elle reste en ligne, donc c'est fait pour vous. Je vous avais demandé différentes choses en prolongement de cette séance. La première, que pensez-vous de cette condamnation de Jean Valjean? J'espère, et il paraît sous le sens, que cette condamnation est extrêmement exagérée, qu'elle est très violente, qu'elle est féroce, outrée, selon les mots que Victor Hugo peut utiliser dans son roman. Dans un deuxième temps, et ça rejoint cette première question, je vous demandais pourquoi est-ce que Victor Hugo crée-t-il ce personnage principal de Jean Valjean? Pourquoi ne crée-t-il pas un personnage à qui il arrive des choses extraordinaires, qui réalise des exploits? Pourquoi tout simplement un personnage qui a une vie de misère et à qui il arrive des choses aussi aberrantes, aussi violentes? Eh bien, il suffit de se référer au titre du livre, tout simplement Les Misérables, et de se référer au contexte dans lequel évolue la narration, à savoir la France de la Restauration, la France de 1815, France que Victor Hugo connaît très bien puisqu'il est né au début du 19e siècle, et donc il veut raconter la vie de la société à cette époque-là, décrire une partie de la société à cette époque-là. Quelle partie de la société? Les Misérables. De quelle façon la décrit-il? Eh bien, en faisant pitié, tout simplement. Il veut que le lecteur ait pitié de Jean Valjean ici. La peine est très lourde, le passé est très difficile par rapport à la peine, d'accord? C'est-à-dire que Jean Valjean a eu un passé très difficile, il n'a jamais été aidé, il n'a jamais eu d'héritage, il fait partie des oubliés, si vous voulez, de l'État, des oubliés de la société. Et à côté de ça, en plus, il a été réprimé par la société par rapport à quelque chose qu'il a fait pour nourrir les siens, pour être une bonne personne. Et donc, il y a un message implicite de Victor Hugo ici. Il veut placer le lecteur du côté de Jean Valjean pour que le lecteur puisse juger la société du début du 19e siècle. Et donc, le lecteur est témoin de la société
du début du 19e siècle. Il assiste à la descente aux enfers de Jean Valjean et des raisons qui ont fait que cet homme en est arrivé là. Comprenez donc qu'il y a un réel message ici de Victor Hugo. Il ne s'agit pas d'un simple roman pour développer l'imaginaire du lecteur, il y a un message politique et le lecteur est témoin de ce message politique et doit même partager ce message politique. Et s'il crée une vie aussi horrible à Jean Valjean, c'est pour que le lecteur avoue directement que le message de Victor Hugo est le bon. Dernier point, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Évidemment, on ne prend pas 5 ans de prison aujourd'hui pour voler un bout de pain, mais je vous propose de regarder ça et on y réfléchit. Laurent, condamné à 26 mois de prison pour vol. Yveline, un homme condamné à de la prison ferme pour vol d'un sandwich. Rouen, il risque la prison pour avoir volé de la nourriture périmée dans les poubelles de l'ancienne métro. 3 mois de prison ferme pour vol d'un fromage pour un homme qui avait faim à Toulouse. Condamné pour vol de pâté de riz, Les Misérables version 2016, au tribunal de Cahors. Bordeaux, prison ferme pour vol de nourriture. Donc vous voyez, les choses ont quand même changé, c'est beaucoup moins violent que ce qu'on a pu voir dans Les Misérables par exemple. Néanmoins, il y a des titres qui normalement doivent vous faire réfléchir un peu. Et on peut quand même se poser toujours des questions quant à la justice sociale dans un pays aussi développé qu'est le nôtre. Il est certain que vous ne connaissez pas les contextes de tous les titres d'articles que vous avez vus juste avant. Néanmoins, je mets tous les liens des articles sous la vidéo. Vous pouvez les consulter et les lire si vous voulez. Et de toute façon, ils serviront à certains lors du travail d'écriture que je vous demanderai lors de la séance 6. Et donc pour, comme à mon habitude, faire une transition incroyable avec la prochaine séance, je vous propose de regarder cet extrait d'un discours prononcé par Clément Viktorovitch, qui est maître de conférence à Sciences Po, pardon. Il est docteur en rhétorique, il a enseigné à l'université de Villetaneuse Paris 13. Il prononce un discours, je vous demande d'être très attentif aux mots qui sont employés. C'est assez court et essayez de trouver le lien avec tout ce que l'on fait en moment et on se retrouve juste après ça pour enchaîner sur la séance 6 justement. À tout de suite. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. La misère, voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Il y a dans Paris des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un malheureux homme de lettres est mort de faim. Mort de faim. Et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Eh bien, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que ce ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Voilà pourquoi je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but. L'abolition de la misère. Il n'est pas très difficile de trouver le lien avec notre séquence, tout simplement parce que c'est un discours qui dénonce la misère, qui veut éradiquer, détruire la misère. Et pourquoi est-ce qu'il y a un lien aussi évident avec Les Misérables? Ces quelques mots ont été prononcés le 9 juillet 1849 à la tribune de l'Assemblée nationale législative par un jeune député qui se nommait Victor Hugo. Le lien est tout simplement dans le fait que c'est un discours de Victor Hugo. Et c'est bien un discours, et c'est bien cela qui va nous intéresser dans la séance 6 que je vous propose de réaliser ensemble maintenant. C'est parti! Cette séance 6 va donc tourner autour de l'argumentation et de l'oral. C'est pourquoi je vous ai transmis ce document. Voyons ensemble les objectifs et les attendus de cette séance.
Comme vous pouvez le constater dans le premier objectif, le travail que je vous propose est un prolongement logique, un approfondissement du travail initié en séance 5. Il s'agit en quelque sorte d'un jeu de rôle qui va susciter l'écrit et l'oral, toujours dans cette perspective d'argumentation. Vous allez vous glisser dans la peau d'un avocat ou d'une avocate et vous allez devoir plaider lors d'un procès. Ainsi, vous allez devoir rédiger un discours pour ensuite le mettre en voix. Pour cela, je vais vous accompagner dans la découverte de l'art oratoire ou de la rhétorique. On appelle art oratoire l'art de convaincre, l'art d'émouvoir par la parole. La parole est donc au centre de cette séance. Et vous verrez lors de cette séance qu'il y a toute une quantité de techniques à acquérir afin de convaincre le mieux possible, afin d'argumenter tout en émouvant le public. C'est une séance qui est difficile, je le sais, puisque ça suscite toutes les compétences que vous devez développer au collège, à savoir la compétence de lecture, bien connaître l'œuvre de Victor Hugo, une compétence d'écriture car vous allez devoir rédiger un discours de façon organisée, et une compétence d'oral puisque vous allez devoir mettre en voix ce discours. Mais cette vidéo est là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous pouvez le faire, vous êtes incroyables, vous êtes géniaux et je crois en vous de toute façon. Le plus important de cette séance, c'est vraiment le travail sur l'oral. Vous constatez avec moi souvent que je vous reprends en classe, la langue est souvent une barrière pour vous. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il faut absolument que vous travailliez là-dessus. Et c'est en faisant ce genre d'exercice, en faisant ce genre de séance que vous allez progresser. Et comment vous convaincre que l'oral c'est important? Je vous propose de regarder cette vidéo. On entend Bertrand Perrier, un avocat qui parle à propos de l'oral justement. Il organise à l'université de Saint-Denis Paris 8 tous les ans un concours d'éloquence. L'éloquence c'est tout simplement l'art de bien parler, l'art d'être à l'aise avec la parole. Et il parle lui de la parole, je vous propose d'écouter ce qu'il dit et on continue ensuite. Et dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. C'est l'ensemble des techniques qui permettent de convaincre par la parole. Parce que parler avant de dire ce qu'on a à dire, c'est dire qui l'on est, c'est dire sa personnalité. Et donc tous les jours, on est jugé inévitablement sur la façon dont on s'exprime. Et donc que ce soit pour chercher un stage, pour chercher un travail, pour passer un oral dans un examen, il faut savoir manier les mots. Évidemment, la parole est un marqueur social assez infaillible. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Et donc, ça peut être terrible de s'enfermer dans une façon de parler qui va vous mettre sur une voie de garage. Donc, l'idée, c'est que la parole, si on la maîtrise mieux, permet d'avoir une meilleure vie. Elle permet d'avoir une meilleure vie professionnelle, scolaire, mais aussi sociale, amicale. Elle permet de s'engager dans des partis politiques, dans des associations, dans des projets. Elle permet de convaincre un employeur, un banquier, un assureur. Et donc tous les jours, on doit faire usage des mots pour convaincre. On a un peu diminué l'art de la conversation, c'est-à-dire là où on a le temps de se parler, d'écouter l'autre. Aujourd'hui, on est dans la punchline, ce qui est aussi un style, mais la parole, c'est pas ça. La punchline, c'est s'imposer à l'autre et le mettre KO. De la parole de l'un et de la parole de l'autre naît, quand on veut bien l'écouter et s'adapter au message de l'autre, une vérité commune. Donc, il y a souvent, en effet, sur Twitter, l'art du clash et sur d'autres, l'art de l'image aussi, qui a un peu supplanté cet art de la conversation. Je ne crois pas du tout que pour bien parler, il faille jouer un rôle. C'est d'ailleurs assez surprenant, quand j'étais élève avocat, on avait des cours de prise de parole en public et ils étaient donnés par des comédiens. Ça n'a objectivement aucun sens. Même s'il y a des parentés entre ces deux métiers, l'avocat et le comédien sont, à l'égard de la parole, dans deux situations complètement différentes. Le comédien dit le texte d'un autre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas une marge de liberté, mais en tout cas, il sert un texte et puis sa parole, elle est dans un monde virtuel, celui de la pièce de théâtre. Alors que les avocats et tous ceux qui ont une parole politique, par exemple, ils disent leurs propres mots. Ils sont souvent d'ailleurs dans l'improvisation. Et puis c'est une parole dans la vraie vie. Quand on est dans un tribunal, on parle de vrais gens, de vraies libertés. Et donc il y a vraiment une différence. Et je ne crois pas du tout qu'il faille jouer un rôle lorsque on s'exprime dans le cadre politique, associatif ou personnel. Parler, c'est dire qui l'on est. C'est pas jouer un rôle. Parler, c'est être authentique, c'est être sincère. Et si vous êtes masqué, la parole n'a aucun intérêt parce qu'elle est fausse.
elles font mon métier quotidien, puisque tous les jours, je suis amené à prendre la parole devant des juges pour essayer de transmettre les intérêts et les arguments d'un client. L'oral, c'est l'écrit plus la vie. Donc on a aussi besoin d'oralité devant des juges, mais pas seulement devant des juges. Tous les jours, on a besoin de faire passer des émotions, et ça, bien sûr, l'écrit peut le faire, mais l'oral le fait infiniment mieux. J'ai beaucoup de modèles, j'ai des modèles politiques, je dirais, ou d'orateurs politiques. Par exemple, Christiane Taubira, que je trouve être une oratrice totalement exceptionnelle, parce qu'elle a le feu, l'improvisation, les références. On sent que c'est une oratrice qui est complètement habitée et transportée par son propre message. J'adore Fabrice Lucchini, que je n'ai jamais rencontré, mais je trouve que c'est un orateur tout à fait exceptionnel. Je vais le voir évidemment à chacun de ses spectacles, parfois plusieurs fois. Et puis il y a des avocats, bien sûr, qui sont des modèles depuis beaucoup plus longtemps, puisque j'exerce cette profession depuis presque 20 ans maintenant. Et évidemment, Dupond-Moretti, qui est le grand avocat emblématique de l'époque. Et puis, j'ai mon maître, qui est Marc Bonan, qui est un orateur absolument incroyable et un improvisateur incroyable. Si vous ne le connaissez pas, dites-vous que vous n'avez jamais entendu un orateur et que votre vie va changer, comme la mienne a changé il y a une dizaine d'années quand je l'ai rencontré. Marc Bonan est un orateur qui a des visions politiques extrêmement tranchées et acquises, mais indépendamment du message qui pourra peut-être vous hérisser, vous serez inévitablement séduit par l'orateur qu'il est. Donc vous voyez, je ne suis pas le seul à vous dire que la parole c'est très important et il faut que ça devienne un atout plus qu'une contrainte pour vous. Sincèrement, c'est très important. Je vous propose à présent de regarder les deux sujets que j'ai notés à la suite de votre fiche de cours et je vous les explique. Je lis le premier sujet avec vous. À partir des différents arguments que vous avez répertoriés lors de la séance 5, pour défendre ou condamner Jean Valjean, vous allez devoir vous glisser dans la peau d'un avocat de l'époque. Vous pouvez choisir d'être l'avocat de la défense ou de l'accusation. Votre but sera alors de faire acquitter Jean Valjean ou de le faire emprisonner. Ainsi, vous devrez rédiger et mettre en voix le discours que vous auriez prononcé lors de son procès. Ce premier sujet vous demande de reprendre tous les arguments de la question 1 et 2 de la séance 5. Si vous décidez de défendre Jean Valjean, vous devrez utiliser dans votre argumentation les arguments notés dans la colonne « Défense ». Au contraire, si vous décidez d'accuser Jean Valjean, vous devrez alors utiliser les arguments de la première colonne des tableaux des questions 1 et 2. Et c'est en utilisant ces arguments et en insistant dessus que vous réussirez ou non à condamner ou à faire acquitter Jean Valjean. Passons à présent au deuxième sujet qui est plus difficile. À partir d'arguments que vous avez répertoriés pour défendre ou condamner l'une des personnes évoquées dans les articles de presse actuels étudiés en fin de séance dernière, voire vidéo, vous allez devoir vous glisser dans la peau d'un avocat. Vous pouvez choisir d'être l'avocat de la défense ou de l'accusation. Votre but sera alors de faire acquitter l'auteur du délit ou de le faire emprisonner. Ainsi, vous devrez rédiger et mettre en voix le discours que vous auriez prononcé lors de son procès. Précédemment dans la vidéo, je vous ai montré des articles de presse relativement contemporains. Vous allez alors devoir lire ces articles et effectuer le même travail que nous venons de réaliser lors de la séance 5, à savoir classer d'un côté les articles qui justifieraient la condamnation de l'accusé et d'un autre côté les arguments qui justifieraient la défense de l'accusé. Et c'est donc à partir de ces arguments répertoriés que vous pourrez créer votre plaidoirie. Vous trouverez tous les liens vers les articles mentionnés précédemment sous cette vidéo. Vous passerez d'abord par un travail au brouillon pour noter et organiser vos idées et rédigerez ensuite votre discours au propre. Une fois ce travail d'écrit effectué, il faudra alors mettre votre discours en voix, de la manière la plus vivante, enflammée et passionnée possible. Et après vous être bien entraîné, vous devrez vous enregistrer par n'importe quel moyen et me transmettre votre travail. Bon, je vous l'avais dit, c'est difficile. J'assume tout à fait de vous donner un travail aussi difficile. Je vous abandonne pas, je vous laisse pas tomber. Je vous montre tout de suite une vidéo de plaidoirie que le gouvernement laisse en accès libre à tout citoyen, donc vous pouvez regarder aussi si vous voulez. C'est tout simplement un exemple du travail de l'avocat. Je vous laisse regarder ça. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Kevin a passé 2 mois en détention provisoire. Certes, son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Certes, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont graves et ont eu des conséquences sérieuses pour le jeune Michael ici présent. On ne peut pas bien saisir la personnalité de Kevin si on ne se penche pas sur le drame qu'il a vécu voici 5 ans. Kevin, alors âgé de 12 ans, doit faire face au décès de son grand frère, âgé à l'époque de 15 ans. Et que l'on regarde le dossier
Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président. Jusqu'à cet âge de 12 ans, même si tout n'est pas rose à la maison, Kevin est un garçon normal, un garçon sans problème comme les autres. Mais à partir de ce jour-là, sa vie bascule. Sa vie bascule parce que ce frère qu'il aimait tant, qu'il adorait, qu'il voyait comme un modèle, n'est plus là. Et il perd l'élément stabilisateur dans sa vie. Sa famille rencontre de graves difficultés financières, son père étant au chômage, je vous l'ai dit, et sa mère n'ayant jamais travaillé. Alors la conséquence, elle est directe, elle est simple. Ils n'ont pas les moyens de donner un sou d'argent de poche à Kevin. Et ce problème est récurrent chez lui. Il me l'a dit souvent lors de nos divers entretiens, avec ses propres mots. Le problème, c'est que j'ai pas une thune. J'ai pas une thune. Alors comme si tous ces problèmes antérieurs ne suffisaient pas, il n'a quasiment aucune vie sociale pour un problème financier. Alors Kevin va chercher une solution et va la trouver. Et je vous l'accorde, c'est la plus stupide qu'il soit. Il va chercher l'argent là où il se trouve. Il va chercher l'argent facile. Il va racketter. Et il a racketté Michael pendant plusieurs mois. L'ordonnance du 2 février 1945, qui fonde notre droit pénal pour les mineurs, édicte un principe fort et qu'il ne faut jamais oublier. La peine de principe, pour un mineur, c'est le prononcé d'une mesure d'éducation, d'une mesure d'assistance, d'une mesure de surveillance, et ce, quel que soit l'âge du mineur, quels que soient ses antécédents judiciaires. En tout état de cause, l'emprisonnement ne doit être envisagé qu'en dernière extrémité. Je vous demanderai instamment de ne pas renvoyer Kevin en prison, de peut-être prononcer une peine de prison ferme, mais en tout cas qui n'excède pas le temps de détention déjà effectué, et surtout de ne pas révoquer les sursis que Kevin a au-dessus de la tête, afin qu'il puisse poursuivre ce processus de réinsertion déjà fort bien engagé. Je vous remercie. Merci. Et comment est-ce qu'on fait pour organiser le discours d'un avocat? Regardons ce qu'en dit Bertrand Perrier toujours. Pour des raisons d'atteinte aux droits d'auteur, nous ne pourrons vous présenter les images prévues. La production vous présente ses plus plates excuses et ne peut que vous proposer la bande-son de la vidéo. C'est pourquoi elle vous sera présentée par Bob l'éponge. Cordialement. Je l'ai dit dans le discours, c'est pas compliqué. Le plan, grosso, c'est toujours la même chose. Il y a 5 parties. Ok, ça fait 2500 ans que c'est comme ça. Vous en êtes les héritiers, donc franchement, vous cassez pas. Premier temps, l'exorde, ça veut dire que j'attire la bienveillance de celui qui m'écoute et sa curiosité. C'est l'exorde, c'est pour attirer l'attention de la personne qui va m'écouter. Deuxième temps, c'est la narration, c'est l'histoire. Troisième temps, l'argumentation. C'est présenter vos arguments en faveur de votre thèse. Le quatrième temps, c'est la réfutation, c'est-à-dire expliquer pourquoi l'adversaire a tort. Et la péroraison, ça c'est très important, c'est ce qui finit le discours, c'est ce qui fait que le discours ne se termine pas en autre boudin. Ok ? Les images que vous venez de voir sont tirées d'un film documentaire qui a été réalisé il y a quelques années, dans lequel vous avez vu il y a Bertrand Perrier et des étudiants de l'université Paris 8 qui participent à un concours d'éloquence justement, organisé tous les ans dans cette université à Saint-Denis. Je vais expliquer maintenant les différentes parties qu'il vient d'évoquer dans cette courte vidéo. Comprenez bien que votre brouillon doit s'organiser sous cette forme-ci. Commencer par l'exorde, puis la narration, l'argumentation, la réfutation et enfin la péroraison. Regardons maintenant chaque point en détail. L'exorde est la première étape de votre discours. Le but est de capter l'attention du public auquel vous vous adressez. Vous vous adressez ici à un juge qui doit décider du sort de Jean Valjean, ou de l'homme accusé si vous choisissez le deuxième sujet. Mais bon, restons sérieux un moment, ici le juge, c'est moi, et c'est donc moi que vous devez convaincre. Tout simplement, lors de cet exorde, vous devez présenter de manière générale votre discours, présenter de manière générale le contexte de l'affaire pour laquelle vous venez plaider. Ensuite, la narration, qui est tout simplement un résumé des faits. Vous résumez le vol de Jean Valjean. Ou alors vous résumez les faits de l'article que vous avez choisi. N'oubliez pas que votre résumé doit être orienté. Orienté pour votre cause. Donc orienté pour la défense ou l'accusation. Insistez sur les détails qui vont servir votre cause.
Troisième étape, l'argumentation à proprement parler. C'est ici que vous devez utiliser les arguments que vous avez répertoriés dans la question 1 et 2 de la séance 5. Ou alors c'est ici que vous utilisez les arguments que vous avez répertoriés à la suite de la lecture des articles proposés. C'est la partie essentielle, vous devez absolument insister sur vos arguments en faisant référence à la vie de celui que vous condamnez ou que vous défendez. Mais si vous avez d'autres exemples qui appartiennent à votre vie quotidienne, que vous pouvez trouver sur internet par exemple, vous pouvez tout à fait les inclure dans votre argumentation pour appuyer ainsi vos arguments. N'oubliez pas que le but est d'argumenter mais aussi d'émouvoir, donc n'hésitez pas à prendre des exemples qui vont servir votre cause. Et faites-moi pleurer, bon sang, j'ai ma boîte de mouchoirs, vous inquiétez pas. Quatrième partie, la réfutation prévient les réserves que pourrait faire l'auditoire ou une partie adverse sur ce qui a été dit. À savoir, que pourrait-on reprocher à ce que vous venez de dire lors de votre argumentation? À vous de montrer que vous avez raison. Et enfin, l'apéroraison, qui est une conclusion générale qui rappelle les points positifs essentiels de l'argumentation, qui a pour but d'emporter l'adhésion de l'auditoire. Le but est de provoquer la pitié en faveur de son client. C'est bien là que vous abattez vos dernières cartes et c'est bien là que vous me faites pleurer. Finissez par de belles phrases, le but est que ça reste dans la mémoire. Voilà pour ce qui concerne l'organisation de votre travail, l'organisation de votre discours. Mais peut-on dire qu'un discours bien organisé, contenant de bons arguments, suffit à convaincre, voire à persuader un auditoire? Je ne pense pas. Et je vous propose d'écouter ce qu'en dit Clément Viktorovitch suite au discours de Victor Hugo, justement, qu'il a prononcé tout à l'heure. Et on se retrouve après pour commenter tout ça. Bon, peut-être serez-vous d'accord avec moi pour considérer qu'il s'agit d'un discours à la fois émouvant et convaincant. Eh bien, c'est précisément ce qui m'intéresse. Il existe un lien entre l'émotion et la conviction. C'est parce que les paroles de Victor Hugo ont le pouvoir de nous émouvoir qu'elles acquièrent la force de nous convaincre. Ce lien est d'ailleurs connu depuis longtemps. Il y a 2500 ans déjà, Aristote considérait que le pathos était une dimension essentielle de ce qu'il appelait la rhétorique. Et aujourd'hui, ce lien entre émotion et conviction est validé par les sciences cognitives et comportementales. Ce qui pose un problème, celui de la manipulation. Car si l'on peut être amené à accepter ce par quoi on a été touché, cela signifie que nos émotions peuvent nous manipuler. C'est ce qui se produit quand un orateur parvient habilement à nous émouvoir avec un discours mensonger, c'est-à-dire un discours qui ne correspond pas à la réalité du monde. Je vous donne un exemple. Août 2002, le vice-président des États-Unis d'Amérique, M. Dick Cheney, effraie la terre entière en déclarant ceci: « Il n'y a désormais plus aucun doute, Saddam Hussein dispose d'armes de destruction massive. » La peur que l'on a ressentie à l'époque était réelle. Elle avait été suscitée par un discours. Mais ce discours reposait sur des faits erronés. Quelques années plus tard, l'administration américaine a reconnu avoir menti. L'Irak ne disposait pas d'armes de destruction massive et Dick Cheney en était parfaitement informé. Alors pour autant, est-ce que toute utilisation des émotions dans le discours serait manipulatoire? Eh bien non, car nous ne sommes pas des ordinateurs. Le monde social n'est pas un tableau Excel. Pour prendre des décisions, nous avons besoin de notre intellect, bien sûr, mais nous avons aussi besoin de nos affects, de nos émotions. Et c'est la raison pour laquelle Victor Hugo a fait le choix d'un discours surchargé de pathos pour évoquer la misère devant ses collègues députés. Des députés qui, pour la majorité d'entre eux, n'avaient jamais connu que l'opulence. Pour eux, la misère, c'était un concept théorique. Si Victor Hugo voulait avoir une chance d'influencer leur vote dans l'hémicycle, il devait d'abord parvenir à changer leur regard sur le monde, et pour cela, il avait besoin de s'adresser à leurs émotions. Si je vous raconte tout cela, c'est parce que ça fait plus de 10 ans que j'étudie l'art de l'argumentation et que je l'enseigne aux citoyens, à tous les citoyens, aux étudiants de Sciences Po comme aux lycéens de Montreuil, aux salariés du privé comme aux militants associatifs, pour leur apprendre à ne pas se laisser manipuler, mais aussi pour leur apprendre à défendre leurs pensées, leurs points de vue, de manière efficace, certes, mais aussi de manière éthique. Et alors, qu'est-ce qu'un spécialiste en rhétorique a à dire de l'émotion dans le discours? Eh bien, voyez-vous, classiquement,
il existe 3 procédés qui permettent de créer de l'émotion dans le discours. Et on les retrouve justement dans le discours de Victor Hugo. L'essentiel à retenir de ce qui vient d'être dit, c'est tout simplement qu'il y a un lien entre l'argumentation et les émotions. Pour convaincre quelqu'un, il faut certes avoir un discours bien organisé, contenant des arguments très pertinents accompagnés de bons exemples, mais il faut aussi agir sur l'affect, ce qu'il appelle le pathos, les sentiments, les émotions de l'auditoire. Et vous voyez, selon lui, l'orateur a 3 moyens pour jouer sur les émotions de son auditoire. Je vous propose donc de revenir sur le discours de Victor Hugo et de regarder comment ce cher Clément Viktorovitch analyse ce discours et comment il évoque les 3 points qui suscitent les émotions de l'auditoire. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Victor Hugo commençait par assimiler la misère à la lèpre, à une maladie du corps social. Ça n'est pas un hasard. En rhétorique, on appelle ça un travail de métaphorisation. L'utilisation d'une image, d'une comparaison pour véhiculer un message. En l'occurrence, cette comparaison permet à Victor Hugo de susciter une émotion bien précise, le dégoût. Dégoût de la misère, comme nous avions le dégoût de la lèpre. Et ce dégoût provoque chez nous une volonté de passer à l'action, volonté d'éradiquer la misère, comme nous avons eu la volonté d'éradiquer la lèpre. Je vous disais que c'était une utilisation très classique. Téléportons-nous en 2002. Pour vous donner un autre exemple, en 2002, à Johannesburg, avait lieu le Sommet de la Terre. Le Sommet de la Terre qui était l'une des premières grandes conférences internationales sur le réchauffement climatique. De la tribune de Johannesburg, le président de la République française, Jacques Chirac, va lancer une figure qui restera célèbre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était une comparaison. Elle était faite pour susciter des émotions, en l'occurrence la surprise d'abord, et ensuite la colère, la volonté de passer à l'action. La misère, voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Il y a dans Paris des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Mais revenons à Victor Hugo. Dans la suite de son discours, souvenez-vous, Victor Hugo se lançait dans une longue description pour expliquer tout ce que les familles peuvent faire pour échapper comme elles le peuvent au froid de l'hiver. Cette description n'est pas non plus un hasard. La description est un des moyens de créer de l'émotion chez un auditoire. En l'occurrence, le travail émotionnel de Victor Hugo est très intéressant. Il cherche à susciter de la tristesse. Tristesse qui, chez nous, mène à la honte. Une honte qui mène à la colère. Et c'est cette colère qui nous incite à passer à l'action. Je vous donne un autre exemple, plus dérangeant celui-là. 1974. À l'Assemblée nationale, Simone Veil défend la loi légalisant l'avortement. En face d'elle, plusieurs députés mènent un travail d'opposition. Parmi ces députés, M. Pierre Bas. Pierre Bas qui, de la tribune, n'a pas hésité à décrire les poubelles où s'entasseront les petits corps de ces enfants avortés. Les poubelles où s'entasseront les petits corps de ces enfants avortés. Voilà une description qui était utilisée pour créer une image choc, susciter une émotion de dégoût et inciter à ne pas voter la loi. Ces jours-ci, un malheureux homme de lettres est mort de faim. Mort de faim. Et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Eh bien, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que ce ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu.
Voilà pourquoi je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, l'abolition de la misère. Revenons à Victor Hugo, troisième étape de son discours, c'est cette narration, ce récit d'un homme de lettres qui est mort de faim faute de n'avoir pas pu s'acheter à manger. Là encore, ça n'est pas dû au hasard. La narration, c'est le troisième procédé classique pour faire émerger des émotions. En communication contemporaine, c'est ce qu'on appellerait le storytelling. Chez Victor Hugo, on retrouve là le même travail émotionnel que tout à l'heure, hein. Tristesse, honte, colère, passage à l'action. Un dernier exemple, pour vous montrer que c'est un procédé très classique, il a notamment été utilisé par Robert Badinter dans son combat contre la peine de mort. En 1977, Robert Badinter, il est alors avocat, il défend le meurtrier Patrick Henry. Son seul effort au tribunal, c'est d'essayer de lui éviter la peine capitale. Dans sa plaidoirie, il se tourne directement vers les membres du jury et il leur explique ce qui va se passer s'il condamne son client à mort. Il leur dit ceci: « Le temps passera, je vous le dis. On abolira la peine de mort. Et vous resterez seul avec votre verdict pour toujours. Et vos enfants sauront qu'un jour vous avez condamné à mort un jeune homme. » Là encore, cette narration avait pour but de provoquer des émotions, en l'occurrence la peur et la honte. Métaphorisation, description, narration, voilà les trois outils classiques du discours qui permettent de susciter des émotions chez un auditoire. Ce que cela nous montre, c'est que les émotions ne sont pas totalement mystérieuses. Elles peuvent être travaillées, façonnées et utilisées de la manière la plus noble ou la plus contestable. Mais au-delà, ce que nous venons de voir avec les émotions, ça n'est qu'une déclinaison particulière d'un constat plus général. La rhétorique est une technique. Elle s'apprend, elle s'enseigne. Et je plaide, moi, pour qu'elle soit diffusée le plus largement et le plus tôt possible, probablement dès le collège, parce que nous en avons tous besoin. Que ce soit dans nos vies citoyennes, professionnelles ou même dans nos vies personnelles, nous avons tous besoin de convaincre et de ne pas nous laisser manipuler. Car oui, la rhétorique est un pouvoir. La seule manière de garantir que ce pouvoir sera utilisé équitablement, c'est de s'assurer qu'il soit partagé par tous. Je vous remercie. Voilà, donc il y a des points très clairs, des points précis sur lesquels travailler pour susciter les émotions de son auditoire. Le premier point, vous l'avez compris, c'est la métaphore, puisque la métaphore crée directement une image dans le cerveau de l'auditeur, puisque on compare une réalité à une autre réalité. Victor Hugo comparait ici la misère à la lèpre. La lèpre est une maladie qui ronge les membres et la peau. Ça veut dire que la misère est une maladie qui ronge la société, comme la lèpre peut ronger le corps humain. La deuxième chose, c'était la description, puisque, encore une fois, la description crée une image dans le cerveau de l'auditeur. L'image qui doit la faire adhérer à votre discours. Et enfin, la narration, c'est très simple à comprendre. Vous avez déjà vu des films qui suscitaient une émotion chez vous, lu un livre qui suscitait une émotion chez vous, c'est bien parce que l'histoire racontée était émouvante. Et bien, c'est la même chose à l'oral. Quand vous racontez une histoire, il faut que ça émeuve votre auditeur. Voilà, on en arrive à la fin de notre travail sur l'explication du discours. D'abord, on a vu comment est-ce qu'un discours s'organisait. Dans un deuxième temps, et on vient de le voir, ce qu'un discours devait contenir pour susciter les émotions chez un auditeur. Il faut voir à présent quel style doit avoir votre discours pour rester dans la mémoire de celui qui vous écoute. Pour qu'un discours ait du style et reste dans la mémoire, il faut manier avec subtilité et habileté ce que l'on appelle les figures de style. Vous en connaissez déjà de nombreuses, notamment la métaphore qu'on vient de rappeler, la comparaison également, vous connaissez, la personnification, vous connaissez également l'énumération que l'on a vu lors de l'étude de l'extrait du portrait de Madame Thénardier pour le devoir commun numéro 1, l'antiphrase que j'utilise tout le temps en cours avec vous parce que je fais de l'ironie tout le temps, on appelle ça une antiphrase, dire le contraire de ce que l'on pense. On va en voir quelques-unes
lors de la fin de cette séance. Et je vous propose à présent de regarder comment est-ce que les hommes politiques utilisent ces figures de style pour agir sur la pensée et sur les cerveaux des électeurs et donc des citoyens. À l'école, on a tous appris le nom des figures de rhétorique, mais on a un peu oublié ce qu'elles recouvraient. Et c'est dommage parce qu'elles ont souvent des noms grecs qui permettent d'avoir l'air très intelligent dans les cocktails. Heureusement, les discours des hommes politiques en sont pleins et ça permet de réviser. Parmi les plus connus, il y a d'abord la métaphore, qui consiste à remplacer la réalité par une image qui lui ressemble. Je savais qu'elle est inépuisable, la vague qui nous porte. Il y a l'énumération, qui donne l'impression que ce qu'on dit est très important. Ces braquages à répétition, ces commerces vandalisés, ces investissements ruinés, ces familles brisées, et c'est l'angoisse. Et l'hyperbole, qu'on utilise pour exagérer une réalité qu'on trouve gênante. Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. Et puis, il y a l'anaphore, que personne ne connaissait il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire. L'anaphore, ça consiste à faire des phrases qui commencent toujours par les mêmes mots, et ça permet d'avoir l'air très solennel. Que nous oublions quoi? Que nous oublions quoi? Que nous oublions quoi? Que nous oublions encore quoi? Ana en grec, ça veut dire en gros ce qui précède. Et si on remplace ana par épi, qui veut dire ce qui suit, cela donne l'épiphore, qui consiste à répéter les mêmes mots non pas en début, mais en fin de phrase. Que les entrepreneurs investissent plus facilement, mais que chacune et chacun puisse aussi travailler plus facilement. Rien n'interdit d'ailleurs de faire du zèle et de combiner anaphore et épiphore dans des phrases qui commencent et qui finissent par les mêmes mots. Dans ce cas, ça s'appelle une symploque. On nous dit que la gauche n'a aucune chance, mais rien n'est écrit. On nous dit qu'elle ne rassemblera jamais, qu'elle n'en a incapable. Rien n'est écrit. On nous dit que l'extrême droite est qualifiée d'office pour le second tour. Rien n'est écrit. Il faut relever aussi la paronomase. La paronomase, ça consiste à mettre près les uns des autres des mots qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas dire la même chose. François Hollande, par exemple, aime bien les paronomases, et il les glisse discrètement au milieu de ses anaphores. Comme par exemple dans ce discours en hommage à Geneviève de Gaulle-Antonios, la nièce du général. De Gaulle comme une invocation. De Gaulle comme une provocation. De Gaulle comme une vocation. Invocation, provocation, vocation. La paronomase cherche à faire penser à celui qui l'écoute que les mots qui la composent veulent un peu dire la même chose. Invocation égale provocation égale vocation égale la nièce de Charles de Gaulle était vraiment quelqu'un de très bien. Pour convaincre leur auditoire, les hommes politiques utilisent aussi l'aposiopèse, qui consiste à cesser de parler en plein milieu d'une phrase ou même... Du coup, cela crée une sorte de suspense sur les mots qui ne sont pas encore prononcés. Vous allez vous engager compte tenu de ce qu'est la monarchie présidentielle, qui est déjà passée dans des mains mal assurées. Métaphore, anaphore, épiphore, symploque, aposiopèse, paronomase, tout cela devrait vous soulever comme l'astre du jour avant que l'aurore recolore d'un bigarrement les cieux. Vous avez vu, les figures de style sont vraiment partout autour de nous et vous en faites toute la journée, même sans en avoir forcément conscience. Je vous ai transmis 2 documents sur les figures de style. Je vous propose de les regarder ensemble maintenant. Dans cette première fiche de leçon, vous trouverez les définitions de quelques figures de style accompagnées d'exemples. Vous connaissez déjà certainement la plupart d'entre elles. Vous pouvez donc acquérir et maîtriser ces notions de manière autonome. S'ensuit une fiche d'exercice dans laquelle vous trouverez quelques exemples. À vous d'associer un exemple à une figure de style. Je vous rappelle une dernière fois quand même que l'objectif de cette séance, c'est que vous écriviez puis mettiez à l'oral un discours où vous allez prendre la défense d'un accusé ou vous allez le condamner. Mettez-vous en scène, n'hésitez pas à en faire des tonnes. Je dois pleurer ou alors je dois être en colère, mais jouer sur mes émotions. Je suis désolé si les vidéos mettent un peu de temps à arriver, mais c'est un nouveau travail pour moi, je découvre de nouvelles choses, donc ça me demande beaucoup de travail. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mes chers quatrièmes. Néanmoins, j'espère que vous allez tous très bien. Je pense vraiment à vous, j'espère que vos proches vont bien, j'espère que vous faites attention à bien suivre toutes les consignes qui sont données là-haut. Voilà, prenez soin de vous, j'en fais autant.
et on se retrouve hyper rapidement pour une autre vidéo. À bientôt. Vous l'avez vu, Pronote ne fonctionne plus, on en arrive presque à du chômage technique. Il va falloir que je trouve de nouvelles occupations. On m'a proposé d'aller ramasser des fraises dans un champ dans le sud de la France. Pourquoi pas? Écoutez, j'y cours.